Le gant retourné, je qui trouve doit que c'est intervenir. une dimension très importante. Allora, per quanto riguarda il guanto rovesciato, credo sia una dimensione molto importante. Qu'il n'y ait pas de coaptation entre Nora et Joyce. Che non c'è coaptazione fra Nora e Joyce. Car c'est une façon de se représenter le rapport sexuel d'une manière classique. Che è un modo, insomma, di presentare il rapporto sessuale classico. Sur le mode de la fusion. Nel modo tipico della fusione. Or là, précisément, le bouton clitoridien e allora lì il bottone clitorideo maintient ce dont on a commencé à parler hier, à savoir la dissymétrie. mantiene la dissimmetria, abbiamo cominciato già a dirne ieri. C'est-à-dire que ce bouton fait obstacle à ce qu'il y ait une stricte homogénéité entre un homme et une femme. E questo bottone fa ostacolo a che ci sia una stretta, diciamo, omogeneità fra uomo e donna. Il y a de l'autre. C'è dell'altro. Et c'est pour ça qu'il y a du rapport. E per questo c'è un rapporto. Et donc je trouve que l'image du gant retourné avec le bouton est tout à fait indicative de la dimension de rapport qui existe entre Joyce et Nora. E quindi credo che questa immagine sia del tutto evocativa del rapporto che c'è fra Nora e Joyce. Il y a le bouton qui crée l'hétérogénéité. C'è il bottone che crea la eterogeneità. C'est tout ce que je voulais dire, mais je vais le reprendre. Allora, se mi posso permettere, insomma, viene qui, on va reprendre comme hier la question s'il y a au moins de l'altérité dans cet rapport. Cioè mi sembra che stiamo in qualche modo rilanciando il punto rimasto in sospeso ieri, se questo è un rapporto che stabilisce o meno una piazza un posto per l'alterità. Et donc, parfait, on va vous laisser la parole, Pierre-Christophe, puisque c'est le point central de votre intervention, d'un rapport qui ne serait pas du semblant d'un rapport. Alors je voudrais aujourd'hui vous proposer un parcours que j'ai déjà proposé à mes amies romaines, celui qui va d'Ancor au Saint-Thôme, et où Lacan propose à quelques années d'intervalle un changement de perspective radical par rapport à ce qu'il énonce comme le fait de structure que le rapport sexuel n'est pas inscriptible entre un homme et une femme. L'année où il énonce ce qui va devenir un axiome de son enseignement, c'est l'année où l'on commence à se mettre en place dans l'enseignement public des cours d'éducation sexuelle et où il est question à tout va dans le discours courant de faciliter les rapports sexuels entre hommes et femmes à l'heure de la révolution des mœurs. Vous vous souvenez, cette année où c'était dans les années 70, Lacan n'y croit pas et il va le dire en jouant sur l'ambiguïté existant entre rapport sexuel comme copulation et rapport sexuel comme inscription entre un homme et une femme d'une relation mathématisable. Très important, cette idée de relation mathématisable, parce que ce n'est pas la même chose que la copulation. S'il y a bien copulation entre les sexes, on ne cesse pas de baiser, il n'y a pas d'inscription mathématisable de la relation entre un homme et une femme. Mais cette affirmation, il va la réfuter lui-même avec le lien qu'entretiennent ensemble Joyce et Nora. Tout tourne dans ces démonstrations successives autour de la dissymétrie et de la différence, de l'altérité existant entre les sexes. Dans Encore, cette altérité, cette différence et cette dissymétrie sont précisément à l'origine de la non-inscription du rapport entre les sexes. Alors que dans le Saint-Thôme, cette altérité, cette différence, cette dissymétrie permettent l'inscription d'un rapport sexuel à travers la notion de non-équivalence dans le nœud. C'est ce que je veux montrer ici. Ma thèse est simple. Je veux montrer que Lacan est passé d'une théorie de la différence à l'origine de la non-inscription du rapport sexuel dans Encore, à une théorie de l'altérité à l'origine du rapport sexuel. Et donc c'est un changement
radical de perspective. Lacan commence par affirmer dans la première leçon du séminaire encore qu'il n'y a pas de rapport sexuel inscriptible. Il le fait en insistant implicitement sur les notions de différence, de dissymétrie et d'altérité entre les sexes. Il se réfère pour avancer cette hypothèse au développement de l'axiome de Borel-Lebesgue qui fait intervenir les espaces ouverts comme complémentaires des espaces fermés, espace ouvert féminin, espace fermé masculin, et il faut admettre que la jouissance phallique se constitue comme un espace borné et fermé, elle-même constituée par une infinité d'espaces fermés dont l'intersection sur l'ensemble de ces fermés contient leurs limites. Ça, c'est le théorème de Borel-Lebesgue. Donc, un espace limité, fermé. Revenons à un exemple que Lacan reprend à Aristote, c'est le sophisme d'Achille et de la tortue, il en a été question hier. À chaque étape, Achille se retrouve dans la position antérieure de la tortue. Celle-ci n'est déjà plus là. Elle a avancé elle-même d'un pas de plus et se trouve dans le voisinage d'Achille. Il y a simultanément au développement des avancées d'Achille qui représentent la jouissance phallique et qui, elles, sont bornées et fermées, une suite de voisinages qui sont autant d'espaces ouverts et qui caractérisent la stratégie de la tortue. C'est la jouissance autre. Le non-rapport sexuel dans Encore, c'est le fait que les développements d'espaces fermés, propres à la jouissance phallique, ne rejoignent jamais la suite des voisinages en espace ouvert que constitue la jouissance autre. Ça ne se rejoint pas dans l'espace. C'est deux espaces différents. Il n'y a pas de rapport sexuel inscriptible, c'est ça que ça veut dire. Parce que le développement de la jouissance phallique ne rejoint pas dans l'écriture les avancées de la jouissance autre. Ça ne s'écrit pas dans le même espace. C'est ce que j'appelle l'insistance de Lacan sur la dissymétrie et la différence dans l'écriture mathématisée de ces espaces qui rendent impossible l'inscription d'un rapport sexuel mathématique. Ça, c'est très important par rapport à la topologie générale que Lacan tire de Bourbaki, vous savez. Je m'appuie sur la topologie générale. Alors, c'est du moins ce que laisse entendre Lacan lorsqu'il cite l'exemple d'Achille et de la tortue. À propos de l'infinitude de la jouissance de l'autre, il dit ceci, je vais dire laquelle, celle que supporte le paradoxe de Zénon, ni plus ni moins, lui-même, Achille et la tortue, tel est le schème du jouir d'un côté de l'être sexué. Quand Achille a fait son pas, tiré son coup auprès de Briséis, telle la tortue, elle a aussi avancé un peu. Ceci parce qu'elle n'est pas toute à lui, il en reste. Et il faut qu'Achille fasse le second pas, et comme vous le savez, ainsi de suite, il ne la rattrape jamais. Ce qui veut dire que, quelles que soient les avancées d'Achille, elle continue de lui échapper. Parce qu'en tant qu'espace ouvert, Briséis n'est pas toute comme la tortue. C'est pourquoi, dit Achille, qu'il ne rejoint pas Briséis que dans l'infinitude. Et cependant, la jouissance sexuelle n'est assurée que d'être phallique. Elle est marquée par ce trou qui est quelque chose de borné, auquel échappe l'infinitude de la jouissance de l'autre, qui est la jouissance du corps. En cela, résulte dans Encore la non-inscriptibilité du rapport sexuel comme corrélat de la jouissance sexuelle bornée, qui rate la jouissance de l'autre et celle du corps, sauf à le rejoindre par un fantasme qu'évoque Lacan dans un autre séminaire qui est celui de l'éviration d'un homme par une femme au fait de sa jouissance sexuelle lorsqu'il commente le film japonais « L'Empire des sens ». Ce que me confiait récemment une patiente qui me disait que son vœu le plus cher serait de sectionner le pénis en érection de son partenaire et de le garder en elle en état d'érection permanente, ce qui est, on le sait, physiologiquement impossible quand le sang s'écoule des vaisseaux sectionnés. En tout cas, ce serait le fantasme d'une érection infinie, rejoignant dans son infinitude la jouissance infinie de l'autre dans son corps. Cette confidence qui rejoignait la mise en scène de l'Empire des sens avait le mérite de la vérité sur le réel de la jouissance d'une femme qui toujours voudrait que ça ne s'interrompe pas et qui se résigne bien sûr à ce que ça se termine.
Il y a dans le Kama Sutra, vous le savez, une tentative de résoudre cette impasse en conseillant à l'homme de se retenir le plus longtemps possible d'éjaculer pour maintenir le plus longtemps possible l'érection en action, c'est-à-dire ce lien de la jouissance féminine à celle de son corps, car une femme est toujours sensible à ce type d'égard. Mais à l'inverse, c'est que la détumescence est là pour bien marquer ce qu'il y en est du trou dont s'origine la jouissance phallique. La non-inscriptibilité du rapport sexuel est un axiome de l'enseignement de Lacan dans Encore. Est-ce que cet axiome va être révisé à la faveur du maniement des nœuds? C'est justement ce que nous allons voir. Voici un texte salace. Préparez-vous à entendre des obscénités, mais quand on parle de rapport sexuel et de jouissance, il n'y a aucune raison de censurer les écrivains qui en parlent avec netteté. Et comme le dit Lacan à la fin de cette leçon, la clinique du rapport sexuel, excusez-moi du peu, c'est dans le lit que ça se passe. Je lis page 140 de l'édition des Lettres à Nora dans la collection Rivage Proche, la lettre du 8 décembre 1909 qu'il écrit de Fontenoy Street à Dublin lorsque Nora est à Trieste. Ma douce petite pute de Nora, j'ai fait ce que tu m'avais dit de faire, petite fille sale. Je me suis branlé 2 fois en lisant ta lettre. Je suis ravi de voir que tu aimes être baisé par le cul. Oui, je me souviens maintenant de cette nuit où je t'ai baisé si longtemps par derrière. C'est le coup le plus sale que j'ai jamais tiré avec toi, ma chérie. Ma bite est restée enfoncée en toi pendant des heures, entrant et sortant de ta croupe retournée. Je sentais tes fesses grasses en sueur sur mon ventre et je voyais ton visage empourpré et tes yeux fous. Chaque fois que je m'enfonçais en toi, ta langue impudique jaillissait entre tes lèvres et si je donnais un plus grand coup, plus vigoureux que les autres, de vilains pets gras sortaient en crépitant de ton derrière. Tu avais le cul plein de paix cette nuit-là, ma chérie, et je les ai tous fait sortir de toi à coups de bites, des gros bien gras, des longs flatulents, des petits rapides qui claquaient gaiement et toute une série de vilains petits pets minuscules qui s'achevaient en une longue traînée sortant de ton trou. C'est merveilleux de baiser une femme qui pète quand chaque poussée en chasse un autre de son corps. Je vous ai lu un large extrait de l'érotique joycienne pour vous faire entendre que le rapport sexuel tel qu'il a lieu dans cette scène de sodomie suppose la rencontre de la jouissance phallique, anale, avec l'autre et littérale. Qu'est-ce qui se dégage de cette scène? Il se dégage de cette scène une non-équivalence très nette des places attribuées aux partenaires sexuels. D'un côté, la fonction phallique prévalente, de l'autre côté, le cul et le corps de Nora jouissant à la fois d'une jouissance phallique et d'une jouissance autre, comme les yeux fous et la langue jaillissant de ses lèvres l'illustrent bien. Et le fantasme de Joyce centré sur l'objet anal qui découpe sur ce corps la prévalence d'un objet de jouissance. On a là, dans la relation de Joyce à Nora, la réduction de Nora à l'objet du fantasme dans une érotique concertée et consentante. Mais le plus important, c'est de noter que le sujet Joyce s'adresse à sa femme comme un objet de jouissance dans le cadre d'une rencontre, d'une tuquet, qui fait de ce réel un objet d'élection et de jouissance dans une altérité parfaite. Mais cette variation sur l'objet n'est pas la seule façon dont Joyce envisage de jouir de sa femme. Il l'adore du côté de S de Grand Tabaret, c'est-à-dire de l'indécidable sublime de cette jouissance même. Voici un extrait de la lettre du 2 décembre 1909, écrite de Dublin à Nora. « Tu es à moi, ma chérie, à moi, je t'aime. Tout ce que j'ai écrit plus haut est seulement un moment ou deux de folie brutale. La dernière goutte de sperme a à peine jailli dans ton con que c'est fini et que mon sincère amour pour toi, l'amour de mes poèmes, l'amour de mes yeux pour la séduction de tes yeux étranges, vient souffler sur mon âme comme un vent chargé d'épices. Ma bite est encore brûlante et raide et vibrante de la dernière poussée brutale qu'elle t'a donnée, que l'on entend s'élever des frêles accents d'un hymne d'adoration tendre et pitoyable, adressé à toi, montant des sombres cloîtres de mon cœur. Il y a dans ce passage des angles aigus de cette relation d'altérité, mais qui cette fois bifurquent du cloître du cœur vers un lieu d'adoration mystique à partir de la jouissance phallique.
lieu qui est entrevu par le sujet lui-même et par lequel l'amour de ses poèmes vient souffler sur son âme comme un vent chargé d'épices. C'est l'amour de la lettre qui, dans la copulation, se trouve conjugué à l'amour mystique de ce lieu que perçoit bien Joyce dans la copulation, le lieu du manque du signifiant dans l'autre. C'est la dimension sublime d'une femme, alliée ici à l'objet de la lettre, que rencontre ici Joyce dans l'acte sexuel. À quelle structure cette rencontre de l'objet et de la jouissance autre par le sujet en proie à la jouissance sexuelle correspond-elle? Lacan va insister sur la notion de non-équivalence pour mettre en exergue cette différence, cette altérité, cette dissymétrie que nous percevons à l'œuvre dans les lettres. Je pourrais vous en citer d'autres, elles sont de la même veine. Cette rencontre d'un sujet mu par la jouissance phallique avec l'objet de son fantasme et la jouissance autre, rencontre que cristallise la lettre de la correspondance, la lettre comme objet du poème. Pour donner sa juste mesure à la question du rapport, il convient donc au final de revenir de la façon la plus explicite à la thèse que soutient Lacan dans le Symptôme, dans la leçon du 17 février 1976. Il n'y a donc pas, au niveau du Symptôme, il n'y a pas équivalence du rapport du vert et du rouge, pour nous contenter de cette désignation simple. C'est dans la mesure où il y a Symptôme qu'il n'y a pas équivalence sexuelle, c'est-à-dire du rapport sous-entendu rapport sexuel. Car il en est bien sûr que si nous disons que le non-rapport relève de l'équivalence. C'est dans la mesure où il n'y a pas d'équivalence que se structure ce rapport. Il n'y a donc à la fois rapport sexuel et par rapport, à ceci près que là où il y a rapport, c'est dans la mesure où il y a symptôme, c'est-à-dire où, comme je l'ai dit, c'est du symptôme qui est supporté l'autre sexe. Je me suis permis de dire que le symptôme, c'est précisément le sexe auquel je n'appartiens pas. Vous voyez l'insistance de Lacan sur l'altérité. Le symptôme, c'est le sexe auquel je n'appartiens pas. On est dans la dimension de l'altérité, là, très clairement. Explicitons d'abord topologiquement ce que dit Lacan. Il y a d'abord un nœud de trèfle avec une erreur de dessus-dessous. C'est la figure 7-6 dans l'édition de l'association, ce qui, dans un premier temps, restreint la définition du rapport sexuel au seul nœud de trèfle et ne l'étend pas au nœud borroméen. L'erreur sur le nœud de trèfle est censée présenter réellement ce qui en est de la carence paternelle chez Joyce. Donc, l'erreur sur le nœud de trèfle représente la carence paternelle chez Joyce. Et c'est précisément pour corriger cette erreur au lieu même de cette erreur qu'un symptôme va le corriger. Le symptôme, c'est Nora avec toute sa consistance féminine et dans cette relation particulière de Nora aux lettres de Joyce. Entendre ici l'être comme la matérialité du caractère littéral, mais aussi comme écriture et aussi comme correspondance épistolaire. La correspondance épistolaire fait entendre l'intrication du corps érotique de Nora avec l'écriture et la matérialité du caractère littéral. Vous pouvez le faire passer. La matérialité du caractère littéral. C'est en ce lieu qu'elle vient corriger la carence paternelle chez qui se manifesterait sous la forme d'un nœud de trèfle imparfait, voisin de la paranoïa, mais incapable de tenir par lui-même. L'érotisation de la lettre dans laquelle il engage sa femme lui permet de conjoindre la lettre comme objet avec le corps tout entier de celle qu'il désire et qu'il aime. Dans l'extrait que je vous ai lu, c'est plutôt l'objet anal qui est associé au corps jouissant, objet anal de Joyce, et à la lettre de l'écriture. Je vous ai lu un large extrait de l'érotique joycienne pour vous faire entendre que le rapport sexuel tel qu'il a lieu dans cette scène de sodomie suppose la rencontre de la jouissance phallique anale et de la jouissance autre littérale, et qu'il se dégage de cette scène une non-équivalence très nette des places attribuées aux partenaires sexuels, d'un côté la fonction phallique prévalente, de l'autre côté, le cul et le corps de Nora, jouissant à la fois d'une jouissance phallique et d'une jouissance autre, comme les yeux fous et la langue jaillissante de ses lèvres l'illustrent bien, et le fantasme de Joyce centré sur l'objet anal qui découpe sur ce corps la prévalence d'un objet de jouissance.
Comment cette non-équivalence s'inscrit-elle dans le nœud? On déforme le nœud de trèfle corrigé et on obtient avec la figure 7-10 deux figures où le rond vert du symptôme est situé tout d'abord à l'intérieur d'une forme rouge en double oreille et se transforme par déformation dans l'autre figure en double oreille en rejetant un cercle rouge à l'extérieur. Cette figure avec le rond vert au milieu des deux oreilles rouges n'est pas équivalente avec la figure avec le cercle rouge enserrant deux oreilles vertes. C'est deux choses différentes. Lorsque l'on effectue les transformations, il n'y a pas équivalence des places du symptôme. Une femme est du nœud de trèfle déformé en double oreille rouge et en cercle rouge à l'extérieur, un homme. Il y a dissymétrie des places dans le rapport sexuel, comme l'illustre la lettre que je vous ai lue. Il y aurait à citer bien d'autres lettres qui indiquent cette dissymétrie des places dans la correspondance de Joyce. Mais ici, ce que fait Lacan, c'est qu'il utilise le nœud comme une métaphore de cette dissymétrie. C'est-à-dire qu'il montre dans le nœud à quoi correspond dans la correspondance cette dissymétrie. Et dans la correspondance, on la voit à l'œuvre. Ce qui n'est plus le cas si le nœud de trèfle, avec un lapsus de nœud, n'est pas corrigé en lieu et place de la carence paternelle par un symptôme, puisqu'on obtient la figure 7-9 qui transforme le nœud de trèfle corrigé en 8 rouges serrés par le rond vert, mais aussi qu'il peut également aussi se lire comme un 8 vert serré par le rond rouge du nœud de trèfle, parce que ces deux figures sont réversibles et équivalentes. Il n'y a dans ce cas pas de rapport sexuel, parce qu'il y a égalité. Je dis égalité parce que dans une certaine littérature psychanalytique, on a réduit le non-rapport sexuel à l'égalité. C'est un contresens. L'égalité, elle se situe du côté de l'équivalence. Et on voit bien qu'entre Joyce et Nora, il n'y a pas d'égalité. Si vous lisez la correspondance et si vous lisez les biographes de Joyce et Nora, il n'y a aucune égalité entre eux. Ça aussi, c'est un contresens de la littérature psychanalytique à ce propos. Donc, il n'y a pas, on peut dire que l'impossibilité de rapport sexuel est réduite, est déplacée. Comment comprendre cette formule? Je crois qu'il faut l'entendre uniquement à partir de la figure du nœud de trèfle corrigé, c'est-à-dire dans le cas pathologique d'un brouillage des places et d'une symétrie, comme par exemple ce que suggère le non-rapport sexuel dans les rapports névrotiques ordinaires. À ce moment de la démonstration, on mesure la distance parcourue entre Encore et le symptôme en passant par les noms du père sur la question du non-rapport sexuel. Dans Encore, c'est l'écart entre la jouissance phallique et la jouissance autre, et précisément leur altérité avec le paradoxe d'Achille et de la tortue, qui soutient l'idée d'un non-rapport sexuel. Dans le symptôme, c'est la dissymétrie, l'altérité qui permet le rapport, c'est-à-dire la non-équivalence des places dans le lien sexuel. Donc la question qui se pose est celle-ci. À supposer que dans un couple soit réalisée la non-équivalence des places, peut-on dire qu'il réalise le rapport sexuel? Dans n'importe quel couple, pas seulement un couple avec une carence de fait, une forclusion de fait du nom du père. En tout cas, voilà rétroactivement une nouvelle façon de lire le tableau de la sexuation comme une chance donnée à l'un et à l'autre des partenaires sexuels de jouer des partitions à des places distinctes et de rendre possible le rapport sexuel. Même si Lacan dit lui-même que ces places peuvent être occupées du côté gauche de la féminité par un homme, du côté droit de la féminité par une femme. La leçon que nous pouvons retenir du symptôme, c'est l'idée que c'est dans la non-équivalence et l'altérité et la dissymétrie que se réalise le rapport sexuel et la rencontre. Et il s'agit bien ici d'une rencontre. C'est ce que j'appelle un rapport sexuel qui ne serait pas du semblant, par opposition à celui qui n'est que du semblant dans la plupart des cas névrotiques que nous connaissons dans notre clinique, où s'éprouve de façon banale l'équivalence des places. Bref, une relation vraiment vaguement fusionnelle où la différence structurale des places n'est pas marquée par l'acte sexuel. Y a-t-il quelque espoir de rapport sexuel du côté d'une structure où, contrairement à Joyce, il n'y a pas à compenser la carence paternelle par le symptôme? À cette question, Mellman, dans ses dernières interventions, et même récemment ça a été rappelé
dans L'homme sans gravité, a répondu positivement. Et on peut supposer que l'accueil favorable qu'il avait fait à mon intervention sur le fantasme au féminin allait dans ce sens. Dans cette intervention, je prenais appui sur ce que disait Lacan dans Les Noms du Père à propos de la tresse féminine, pour montrer que grâce à la tresse féminine qui se noue au nœud borroméen d'un homme, une femme permet à un homme de compter jusqu'à 3, c'est-à-dire d'isoler ce qui est, grâce à l'identification du réel, du symbolique et de l'imaginaire, impossible pour lui. Elle se permet pour elle-même l'accès à ce que Lacan appelle l'union sexuelle, qu'elle réalise en elle-même, nous dit Lacan dans ce passage des Noms du Père. En tout cas, il y a chez Lacan une amorce dans les Noms du Père de réflexion sur les effets favorables de l'altérité assumée entre un homme et une femme dans l'acte sexuel et au quotidien. C'est pourquoi il ne me semble pas impensable d'inscrire cette dissymétrie entre la tresse et le nœud comme la condition d'un rapport sexuel entre un homme et une femme, c'est-à-dire d'une différence structurale assumée dans cette rencontre entre un homme et une femme. Cela va plus loin que la dimension certes psychopathologique de Joyce avec Nora et qui permet enfin d'envisager avec un certain optimisme le lien que les hommes pourraient avoir avec les femmes. En ces temps de critique du patriarcat colonial, de la masculinité genrée et des abus sexuels commis par les méchants hommes, un discours plus apaisé sur le sexe n'est-il pas devenu l'un des enjeux politiques les plus essentiels de notre lien social ? Qu'adviendrait-il de nous, hommes et femmes, si une rencontre entre un homme et une femme était possible, c'est-à-dire conduisait au rapport sexuel ? Faudrait-il s'en défendre et crier au scandale, comme j'ai déjà entendu ça dans le séminaire du mardi ? Lacan, je le soutiens, n'a pas toujours maintenu comme un axiome qu'il n'y avait entre hommes et femmes pas de rapport sexuel inscriptible. Alors pour finir, ce rapport sexuel ne tient-il pas à la contingence de la rencontre entre Joyce et Nora, comme entre un homme et une femme qui s'aiment ? Je vous rappelle la définition qu'il en donne dans la leçon du 20 mars 1973 d'Encore. C'est ce qui ne cesse pas, virgule, de s'écrire. C'est une façon d'envisager le rapport sexuel qui, du côté de l'altérité, de la différence et de la dissymétrie, ne cesserait pas, virgule, de s'écrire par opposition logique à l'impossible du rapport sexuel, parfois qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Il y aurait une écriture contingente du rapport sexuel, comme le montre le nœud de Joyce et de Nora, ou le tressage de la tresse avec le nœud dans le cas le plus heureux de la rencontre amoureuse, quand une femme se laisse guider par son imaginaire pour aimer un homme et lorsqu'il lui répond par ce qui, dès lors, apparaît pour lui comme le nœud du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Ce sont deux pistes intéressantes pour montrer que le rapport sexuel, ça peut ne pas cesser, comme le démontre Lacan dans la correspondance de Joyce avec Nora, parce que ça s'écrit et que ce n'est pas un hasard s'il reprend cette formule dans le symptôme. C'est sans doute ce qu'on doit à la dimension de l'amour, quand ce n'est pas celui de l'amour, c'est-à-dire quand l'amour ne vient pas buter sur la fausse symétrie des partenaires sexuels dans l'équivalence du non-rapport. Ça ne cesse pas, virgule, de s'écrire, comme la lettre, comme la correspondance, et c'est ça qui, dans l'amour, toujours contingent, fait la magie d'une rencontre. Par opposition à l'impossible du rapport sexuel auquel nos mauvaises habitudes nous ont voués. Mais ce sont des mauvaises habitudes névrotiques. Ce n'est pas fatal. Joyce et Nora en témoignent, les hommes et les femmes peuvent faire autrement que s'entendre crier. Je dis ça parce que l'impossible, l'enjeu, c'est de déplacer tout simplement, et l'enjeu de mon intervention, c'est de déplacer l'impossible, le réel, d'un certain champ vers un autre champ. Est-ce que quelqu'un veut traduire la dernière phrase de Pierre Christophe en italien ? Elle n'était pas dans le texte. Et elle est importante, je ne sais pas. Valeria, vous êtes en ligne ?
La dernière phrase de Pierre-Christophe. Alors, la dernière phrase, Pierre-Christophe? L'enjeu de mon intervention, Oui. c'est assez simple, c'est de déplacer l'impossible en un lieu où il se retrouvera, mais non pas pour masquer la question du rapport sexuel. Déplacer l'impossible. Allora, diciamo, la posta in gioco del mio intervento era di déplacer, spostare e risituare la questione dell'impossibile. Merci beaucoup Pierre-Christophe pour cette intervention qui en effet déplace un peu le réel, en tout cas nos habitudes. E grazie per Christophe per questo intervento che effettivamente sposta, cambia di posto al reale. Deux ou trois remarques comme ça pour commencer. 2 o 3 osservazioni. Ce que nous avons l'habitude de nommer le nœud de Joyce et Nora, Il nodo, ciò che ci ha mostrato del nodo di Joyce e Nora. donc ce nœud de la non-équivalence et du rapport sexuel, Allora, quindi la non equivalenza. vous venez faire entendre clairement que c'est un nœud que tout un chacun, chaque couple peut écrire. Allora, che è un nodo che ogni coppia può scrivere. Alors, il est évident que le nœud de la non-équivalence pour Joyce et Nora leur est particulier. È evidente che il nodo, la non equivalenza fra Joyce e Nora è particolare Et Lacan l'a travaillé comme un nœud singulier. e Lacan l'ha lavorato così come un nodo singolare. Et donc, il n'est pas transposable à la névrose. Non è per esempio trasferibile alla nevrosi. Mais justement, ce que j'essayais de montrer, c'est que même pour la névrose, Quello che io ho cercato di mostrare è che anche per la nevrosi il est possible d'envisager des nouages, il est possible d'envisager des nouages concepire dei possibili annodamenti qui permettent d'installer l'altérité. che permettano di installare l'alterità Et la dissymétrie. e la dissimmetria. Et donc le nœud borroméen classique E quindi il nodo borromeo classico se prête à la question de l'altérité. si presta alla questione dell'alterità. C'est assez hérétique par rapport à ce que dit Lacan parfois. C'est hérétique. È eretico rispetto a quello che dice Lacan Dans RSI, par exemple, in RSI ad esempio, mais c'est congruent avec certaines autres de ses affirmations. ma è congruente con altre sue affermazioni, Notamment dans les noms du Père. specialmente con le non du père. C'est parfait. Non, vous allez là où j'avais l'intention d'aller, puisque c'était la suite de ma question, à savoir comment à partir de ce nœud singulier, on pourrait l'étendre, j'ai envie de dire, au nœud borroméen à 3, puisque le nœud borroméen à 3, on va dire que c'est l'écriture d'un non-rapport 2 à 2. Quindi a partire da questa non equivalenza come possiamo concepire questa non equivalenza sul nodo borromeo a 3? Juste, voilà. Su cui non è possibile fare coppia 2 a 2. Juste encore une remarque, et je laisse la parole à la salle physique et Zoom, puisque vous avez terminé sur la question avec la question de la contingence. Qu'est-ce qui s'écrit dans la contingence ou grâce à la contingence? Allora, siccome lei ha terminato sulla questione della contingenza, allora cosa si scrive nella contingenza o grazie alla contingenza? Bon, et il s'avère que hier soir, justement, nous assistions à une très belle conférence sur comment, pour un artiste, ça s'invente du fait de la contingence. Comment ça? S'invente. Come si inventa grazie alla contingenza? Pour un artiste. Pour? Un artiste. Per un artista? Il me semblait que Joyce et Nora étaient très en avance sur une forme d'actualité de certaines relations dans le couple.
lui dice che Nora e Joyce sono più avanti rispetto ai problemi della coppia nell'attualità. Et donc, du coup, je me perds moi-même. Donc, en fait, ce qui me semble important dans votre topo, c'est qu'on a tout à mettre au travail sur cette inventivité possible d'une écriture. C'est ça. Et moi aussi une question à poser. Et je pense que ce qui est intéressant à reprendre de Melman, Allora, quel che mi sembra interessante riprendere da Melman c'est justement le fait qu'il a, le premier sans doute après Lacan, mis en évidence la possibilité du rapport sexuel. Allora, diciamo perché è il primo dopo Lacan ad aver messo in evidenza la possibilità del rapporto sessuale, Et y compris pour les structures dites normales. e ivi compreso per le strutture cosiddette normali. Et je crois que c'est un enjeu, j'y ai insisté, mais je crois que c'est un enjeu contemporain dans la mesure où nous nous complaisons dans la guerre des sexes. Allora, e credo che sia insomma una posta in gioco, qualcosa che dovrebbe interessarci oggi, visto che siamo immersi nella guerra tra i sessi. C'est un enjeu politique. È quasi una posta in gioco politica. E allora, facciamo prima, Alors, ci sono tante domande. Christian Ray, et après le Zoom. D'abord Christian Ray et après le Zoom. Oui, enfin j'avais peut-être... c'est très intéressant, évidemment. Hein, È molto interessante. Oui. Est-ce que... Je vais poser des questions peut-être naïves. Est-ce que il y a du rapport sexuel, ça revient à parler d'un amour qui serait pur? Première question. Allora, Et deuxième question. attendez, parce qu'il faut traduire, se ho ben capito, se questa questione del rapporto sessuale ci riporta sì, alla questione del puro amore. Et puis, ce que... Puro. Sono tutti schifo. Amore puro. Et puis d'autre part, en quoi... parce que le réel, tout ce qu'on peut faire, c'est le déplacer. Voilà. Alors, Tutto ciò che possiamo fare con il reale è di spostarlo. en quoi ce que vous apportez est différent de, finalement, de ce qui se passe dans une cure et où le réel est déplacé. En quoi ce que vous apportez est different. Allora, in che cosa ciò che lei porta qui differisce da quello che in fondo cerchiamo di fare in una cura, cioè di spostare questo reale? Alors sur l'amour pur, on voit bien qu'il est très impur cet amour. Allora, riguardo il puro amore, possiamo dire che questo fra Joyce e Nora è molto impuro, Parce que ça jouit dans tous les côtés. perché si gode dappertutto. Donc c'est un amour qui n'exclut pas la jouissance. Ed è un amore che non esclude il godimento. Et ça a été très bien dit par Tom Dalzell la fois dernière. Ce qui caractérise le lien de Joyce à Nora, c'est la jouissance. E questo l'ha ben detto Tom Dalzell, ciò che caratterizza il rapporto di Joyce con Nora è il godimento. Et sur le déplacement du réel, alors je pense que, mais je ne suis pas le seul, je pense qu'en faisant ce qu'il fait, Lacan déplace l'impossible, et c'est pour ça que j'ai évoqué la contingence, c'est-à-dire que si on admet que dans une rencontre amoureuse, on peut rencontrer une femme avec qui on puisse jouir, et d'une façon telle que cette jouissance soit dissymétrique, il est possible de penser que le rapport sexuel puisse s'inscrire.
Allora, se dissymétrie. noi ammettiamo che nell'incontro con una donna, questa è la contingenza, possa dunque iscriversi qualcosa del godimento nella dissimmetria, questa è la contingenza. Cioè la contingenza è in un incontro che... Alors, si j'ai bien entendu, vous dites qu'il y a une rencontre s'il y a une place pour une jouissance et pour l'autre. Alors, in altre parole, la possibilità di scrivere questo rapporto dipende dalla possibilità che ci sia un rapporto in cui c'è posto per due godimenti diversi, pour la dissymétrie des jouissances. Et c'est une manière de dire le neuroméen, ça. Parce que, s'il y a une place pour une jouissance et pour l'autre. Oui, oui, c'est ça, oui. Mais j'avais déjà évoqué dans mon... Je peux m'introduire parce que alors j'ai noté que vous avez fait une distinction entre une jouissance du corps et la jouissance sexuelle. C'est-à-dire vous avez mis la jouissance sexuelle du côté de la jouissance phallique et la jouissance du corps du côté della jouissance autre. Allora, lui prima ha descritto una scena erotica distinguendo quello che sarebbe un godimento sessuale di tipo fallico da un godimento del corpo. Altro. Ça serait un exemple. Bon, c'est-à-dire cette jouissance autre, vous l'avez prélevée dans les yeux folles, dans la langue qui sortait, c'est particulier, je trouve ça. Et cette façon d'attraper cette jouissance, c'est quand même Joyce qui l'attrapait comme ça, parce que oui. c'est le discours de Joyce, ça. Non, c'est la parole de Joyce sur le corps de Nora, non? Oui, bien sûr. Allora, lui... C'est une interprétation liée à un point de vue masculin, oui. Bien sûr. Oui. Lui gli chiedevo se quella lettera che prima ha decifrato era un esempio di questa dissimmetria e lui dice di sì. Cioè questa lettera in cui distingueva fra un godimento sessuale provato da Joyce e un godimento altro che Joyce rintracciava, diciamo, in questi occhi di Nora e in questa lingua che usciva. Si, Stéphane, mais ici on peut faire Tatiana, Elisabetta, Stéphane et Angela dans la salle réelle. Merci Pierre Christophe d'avancer tous ces points-là pour nous. Grazie per Christophe di portare per noi tutti questi punti. Mais je rappelle quand même que dans l'œuvre de Lacan, ça je rappelle à chaque fois, il y a l'écriture du rapport entre fantasmes. Virginia, elle a parlé par exemple de cette... Ouais. Allora, c'è una scrittura del rapporto che è una scrittura tra fantasmi, sì. E Virginia per esempio. Et entre fantasmes, dans le sens où il y a un sujet et un objet, donc deux places hétérogènes, on retrouve là aussi la dissymétrie. C'è un soggetto e un oggetto, quindi due posti eterogenei. Virginia a rappelé la perversion de Joyce et Nora. E Virginia ha parlato della perversion di Joyce e Nora. Et du fétichisme de deux. Et del feticismo dei due. Oui, donc il y a entre fantasmes. Et là, fra fantasmi. Lacan, il parlait aussi dans les symptômes, comme Pierre Christophe nous rappelle, je veux dire, dans ces faux trous. Qui crée effectivement l'autre sexe, comme Pierre Christophe a avancé, donc on a la question de l'autre sexe qui apparaît aussi en dissymétrie, donc du rapport. Et Lacan parlait du rapport entre générations voisines. E poi c'è un'altra possibilità, allora c'è il rapporto sessuale di cui ha parlato Pierre Christophe, e poi c'è il rapporto sessuale fra generazioni voisines. Alors, vicine. Là aussi une dissymétrie, je veux dire générationnelle, c'est dans l'inceste. Il parle du rapport dans l'inceste aussi. Donc il me semble que cette question, je ne sais pas pourquoi, on a aussi peur de faire dire du rapport, il y en a.
Alors, la Allora, question, non so ouais, perché c'è tanta paura a dire che dei rapporti ce ne sono. oui. Pierre-Christophe rappelait, est-ce qu'il y a des rapports, est-ce qu'on peut faire rapport, je veux dire, dans d'autres types de couples qui n'ont pas des réparations du nœud à faire, par exemple. Je pense à un couple d'homosexuels où un de deux me dit, lui c'est l'autre pour moi. Hein, on voit que dans les mêmes, on retrouve l'altérité. Hein, Aussi dans Oui. les couples omosessuels, anche nelle oui. coppie omosessuali si può in qualche modo creare l'alterità. Si, Non so. si, dans ce sens-là. Donc cette question du rapport, peut-être qu'il n'est pas inscriptible symboliquement dans un corps, hein, il n'y a pas une écriture symbolique il y a du rapport, comme il n'y a pas la femme n'existe pas, ça pourrait être dans la même version, mais il est inscriptible et dans l'imaginaire, hein, dans les fantasmes et dans les réels. Allora, questo rapporto si può scrivere diciamo, a livello dell'immaginario, nel fantasma, e a livello del reale, che è quello di cui ha parlato Oui. Pierre-Christophe. Autour de la jouissance, hein, dans Oui. cette rencontre de jouissance. En tout cas, pour ma part, je dirais qu'il y a rapport au pas rapport, au non-rapport, il y a toujours un petit bouton qui reste dissymétrique, je veux dire, qui crée un écart. Hein. Quindi in ogni caso, rapporto o non rapporto, ci sarà sempre un piccolo bottone che crea uno scarto, Ou una un impossible, dissimetria. un Un impossible. impossibile. Oui, oui. Voilà les considérations. Je ne sais pas si c'est une question, mais je pensais que c'était important. Un escarto de jouissance? Oui? Ho detto uno scarto di Ha godimento? detto di sì. Ha detto di sì. No, ho solo tradotto. Tu traduci, io non posso tradurre. Pierre-Christophe, je peux poser une question? Cyril, Je pense que la question du clitoris, qui a souvent donné lieu à des élucubrations psychanalytiques Allora, diverses, diciamo che la questione del clitoride ha spesso dato luogo a delle elucubrazioni psicanalitiche dans la littérature classique, nella letteratura classica. renvoie, en tout cas chez Joyce, comme vous le dites, à la dimension de la dissymétrie. Et cette dimension de la dissymétrie est une façon de souligner qu'elle est constitutive de la jouissance. La questione della dissimmetria è costitutiva del godimento. Mais dans les couples classiques, c'est quelque chose qui fonctionne aussi. Hein. Ma anche nelle coppie classiche questo funziona molto bene. J'enfonce des portes ouvertes. Ok. No, s'il y a des questions, On n'a no, pas si oublié c'è la des salle Zoom, on questions. arrive, mais Elisabetta, Stéphane et Angela. Avant Elisabetta, des questions. Sì, c'est difficile. No, perché mi chiedevo questa accentuazione sul passaggio tra non rapporto e rapporto, molto ingenua come domanda. Allora, perché in encore, il y a une dissymétrie, ce n'est pas le nœud, ma il y a le dissymétrie, come è stato detto bene, tra godimento aperto e chiuso, e l'incontro è nell'amore, nell'esilio, nella solitudine, nei segni, Alors, eccetera. Elisabetta, il faut traduire. Alors, Elisabetta Spinelli dit que dans un corps, il y a une asymétrie et la rencontre est dans l'amour, l'exil, la solitude. Le signe. Les signes. Oui. Allora, più sul versante si potrebbe dire della sublimazione. Disons plus sur le versant de la sublimation. Allora, la domanda è già, invece, quando voi dite c'è rapporto, è il legame tra il corpo, tra le, diciamo, e anche
l'amore, insomma, diciamo che non c'è una scissione, diciamo, come se Lacan prima mettesse una scissione tra i due, un'opposizione e anche... Je dois traduire. Et elle a l'impression que de parler de rapport sexuel, c'est-à-dire il n'y a plus une séparation entre amour et jouissance. E poi però Lacan in accordo dice che il problema è passare dalla contingente al necessario. Voi parlate di una condizione che non è più contingente ma diventa necessaria? Alors, et après Lacan, dans un corps, dit que le problème, c'est de passer du contingence au nécessaire. Et alors, vous parlez d'une situation, d'une condition qui n'est plus contingente, mais seulement nécessaire? Oui, qui peut devenir nécessaire. Oui, tout à fait. Alors, ce que vous dites de la sublimation, c'est très intéressant, je ne l'ai pas abordé, et de l'exil. Ça a été un thème abordé par Marie-Charlotte, et je pense que c'est très important, ça, la question de l'exil et de la sublimation. Allora, lei ha toccato due punti. Moi, je ne pouvais pas tout aborder. Alors, ce que je voudrais en dire... Ah oui. La questione della sublimazione e dell'esilio sono due questioni molto importanti, toccate da Marie Charlotte, che io non ho avuto il modo di riprendere. Il est très important pour penser la dissymétrie et l'altérité. È molto importante per pensare la dissimmetria e l'alterità. Que la distance se constitue par rapport à l'objet. Qual è la distanza? Che si costituisca una distanza rispetto all'oggetto. Qui fait surgir la dimension du manque. Che faccia sorgere la dimensione della mancanza. Et quand on lit les lettres de Joyce à Nora, cette dimension du manque, elle est constante. E quando si leggono queste lettere fra Joyce e Nora, questa dimensione della mancanza è costante. Et dans une relation amoureuse, revenons à la clinique, E in una relazione d'amore, per tornare alla clinica, ce qui fait l'intensité de la jouissance, ciò che rende intenso il godimento, c'est l'expérience du manque. è proprio l'esperienza della mancanza. Enfin bon, là aussi j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Allez, Stéphane Deluermoz. J'ai entendu que Jean-Luc Cacciali veut parler depuis le Zoom, mais attends Oui. encore un peu, Jean-Luc. Oui, je voudrais poser une question. Pourquoi vouloir à tout prix que ça fonctionne entre Nora et Joyce? On n'a aucune preuve, en fait, que Nora réponde aux demandes de Joyce. Rien ne prouve, effectivement, non plus, on parlait de la lingerie tout à l'heure, qu'elle était d'accord, qu'elle était complice avec Joyce. Hein? On veut absolument les faire tenir ensemble. Tu parlais de la dissymétrie, mais est-ce qu'elle est complice, effectivement, de Joyce? Alors, je n'arrive pas à entendre. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter? Non, la question que je posais, c'est de savoir si Nora est effectivement complice des demandes de Joyce et qu'est-ce qui prouve effectivement que ça fonctionne entre eux. Ok, allora che cosa effettivamente prova che tra loro funziona e che Nora risponde alla domanda di Joyce? Attends, je termine. Effectivement, est-ce un hasard, mais on n'a pas des réponses de Nora. Il n'y a pas de lettres de Nora. Elles ont Noi disparu. non abbiamo lettere di Nora, non è che abbiamo risposte. Et si on en a quelques-unes, en fait, les réponses qu'elle fait, parce que j'en ai trouvé une qui date de 1912, les réponses qu'elle fait, c'est pas du tout sur le même mode. Elle répond d'ailleurs sans ponctuation, et dans cette lettre, elle dit qu'elle est allée à Dublin, qu'elle a vu la famille, etc., comme une lettre tout à fait banale, quoi. E questa lettera, se ho capito bene, che abbiamo, è una lettera in cui lei parla di cose, se vogliamo, la famiglia, di cose banali. Alors la question que je me pose, c'est Joyce, est-ce qu'il ne baisse pas avec les mots et pas avec le corps de Nora, ou son cul, ou etc. Enfin, on en a parlé suffisamment. Dans une lettre, il le dit à propos justement de la lingerie, il lui dit « quitte cette cuirasse, car je n'aime pas enlacer une boîte aux lettres ».
Et en fait, ce qui veut dire que le corps de Nora, c'est simplement une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres. Une boîte à lettres pour les lettres. Una cassetta delle lettere, sì. Il baise avec les mots, il baise avec les lettres. J'entends votre objection, mais je crois qu'elle témoigne d'une incrédulité par rapport à ce qui est écrit dans les lettres, qui correspond à notre goût pour le non-rapport sexuel, et qui est une incrédulité liée à notre propre difficulté à entendre la question du rapport sexuel. Il est clair que Nora, dans les lettres, répond, et il y a plusieurs extraits qui en témoignent, je ne vais pas les sortir, mais elle répond sur des dispositifs érotiques qu'elle met en place de son côté à la demande de Joyce. Allora, allora, lui dice che in realtà noi abbiamo diversi elementi, anche diversi estratti di lettere di Nora, che dimostrano che invece Nora risponde in una forma, diciamo, erotica alla domanda di Joyce. Sì, però ha detto anche che c'è difficoltà per noi che funzioniamo nella logica del non rapporto di capire che invece possa essere così. Ma siccome noi funzioniamo nella logica del non rapporto, facciamo fatica a pensare che sia così. C'est une question de croyance. È una questione di credenza. Alors, personnellement, je crois au rapport sexuel. Donc, quand je lis les lettres de Joyce, je le crois sur parole. Allora, io invece credo al rapporto sessuale e di conseguenza quando leggo queste lettere credo... Il y a un passage de Lacan dans Je parle au mur, oui, où Lacan dit mais vous me pouvez sconfessare oui, sur cette question qu'il n'y a pas de rapport sexuel, vous pouvez me dire ma una bella scopata è una bella scopata, il dit exactement ça, lo devo tradurre. Vabbè, scopare si capisce pure in francese, no? Ecco, no, Lacan, dans un passage de Je parle Lacan, in un passaggio di Je parle au mur, il va elaborare cette question, va elaborando la questione del non rapporto sessuale e dice all'uditorio, beh, però qualcuno di voi potrebbe dirmi, beh, ma una bella scopata è una bella scopata, lo fa come battuta. Ah, je dois le dire en français. L'ho già detto in francese, oui. No, era solo una battutina, non volevo, io lo sai che io se non ho il testo non mi... la fidelità au texte. On n'entend pas Madame Spinelli. Allora, Elisabetta Spinelli ha detto che c'è tutta, lo dico sia in italiano che in francese, tutta una diciamo, richiesta di giochi sessuali a tre che Nora ha sempre rifiutato. Il y a toute une demande de Joyce de faire des jeux à trois sexuels que Nora a toujours refusé, elle dit. Oui, ça c'est pas... Un attimo, facciamo rispondere. No, Elisabetta evocava la gelosia a proposito, elle évoquait la jalousie. Après, sauf moi aussi, je voudrais... Ah. Allora, no, attends. Le jeu à trois, oui, mais ça n'empêche que, comme l'a très bien dit Tom Dalzell la fois dernière,
le rapport sexuel n'implique pas l'harmonie. Et donc le refus de jouer à 3, ça fait partie du jeu. L'harmonie, Allora, il ne faut pas faire de contresens sur ce qu'on entend par rapport sexuel. Allora, come l'ha ben detto Tom Dalzell, il rapporto sessuale non implica l'armonia, quindi il rifiuto di un gioco sessuale a 3 può far parte di questo gioco. Non, non, Elisabetta, il faut qu'on avance un peu. Il y a d'autres qui veulent parler. Merci. Angela? Merci d'abord, Pierre-Christophe, et aussi pour te dire que je partage avec toi l'enjeu de cette question de l'écriture possible d'un rapport sexuel. C'est un enjeu important. Allora, io condivido con te questa, diciamo, la posta in gioco del rapporto sessuale, mi sembra importante. Or, nous vivons dans une époque où le réel ne cesse pas d'être déplacé. Noi viviamo in un'epoca in cui il reale non smette di essere spostato. Ou qu'on essaye de le déplacer par les techniques, par exemple. Par? Les techniques. Ok. O che almeno non si cerca continuamente di spostarlo, per esempio attraverso le tecniche. La reproduction, la mort. La riproduzione, la morte. La question du sexe. La questione del sesso. Le fait que l'anatomie ne fait plus le destin. Per esempio il fatto che l'anatomia non fa più il destino. Il y a toujours cette tentative de déplacer l'impossible. E c'è sempre questo tentativo di superare l'impossibile. Toi, tu parles de dépasser l'impossible du rapport. E tu parli del tentativo. La question que m'intéresse, La questione che mi interessa, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire des conséquences de ces déplacements qui portent sur ces points précis du sexuel. Allora, cosa possiamo dire di questo superamento? Quali sono le conseguenze del superamento che verte sul punto preciso che tu hai indicato? Je dirais... Comment? Alors je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon intervention. La subversion qu'on peut en attendre, c'est une subversion politique dans le rapport des hommes et des femmes entre eux. C'est-à-dire... Allora, ciò a cui miriamo è una sovversione di tipo politico nel rapporto fra uomo e donna tra loro. Et donc, c'est une façon d'envisager les enjeux de pouvoir, notamment. E quindi di i poteri, i giochi di potere. Et la question de l'égalité. E la questione dell'uguaglianza. D'une façon tout à fait différente. In modo del tutto diverso. Et donc, envisager les enjeux de pouvoir et d'égalité de façon différente nous permet de nous introduire à un mode de jouissance. Allora, e proprio individuare in modo diverso questi giochi di potere e di uguaglianza et de désir, e di desiderio ci permette di entrare in modo diverso, beaucoup moins symptomatique. Meno sintomatico. Alors, les conséquences politiques, je ne sais pas, je ne suis pas voyant, je ne peux pas vous prophétiser Allora, ce qui io se non passera. posso profetizzare le conseguenze politiche, non sono un veggente. Mais en tout cas, par rapport au champ politique contemporain, Ma rispetto allo show politico contemporaneo, qui refuse la question du sexe, che rifiuta la questione del sesso, qui en fait une dimension persécutive, che ne fa una dimensione persecutoria, qui refuse la question de la différence, che rifiuta la questione della differenza de sessuale, l'altérité. dell'alterità. On peut dire que si on arrivait, ne serait-ce que dans le champ analytique, à faire entendre à nos patients la question de l'altérité dans le sexe, E se noi riusciamo ai nostri pazienti a far intendere la questione dell'alterità nella sessualità, on aurait joué notre rôle.
abbiamo raggiunto insomma uno Je scopo. pense. Allez, Jean-Luc Cacciali, je suis désolé Christian. Jean-Luc Cacciali voulait poser une question depuis très longtemps dans la salle Zoom. Oui, merci beaucoup, Cyril. Bon, merci beaucoup. Moi aussi, Cyril, si jamais tu veux bien me laisser un moment après Jean-Luc. Ça fait longtemps que je le demande. Alors, s'il vous plaît, Jean-Luc Cacciali, si Jean-Luc, tu peux faire une question courte, et Stéphane Thibierge juste après, et après on s'arrête pour une pause. Allora, due domande molto corte da parte di Jean-Luc Cacciali e Stéphane Thibierge e poi basta. Oui, mais ça va être autant une remarque qu'une question. Bon, à propos aussi de l'enjeu politique, Pierre-Christophe, dans Flânerie, Mellemont dit que Lacan se demandait s'il y avait quelque chose qui serait possible entre un homme et une femme qui ne serait pas réglé par le sacrifice. Qui ouvre qui va, je pense, dans ce que tu proposes, dans la question que tu poses entre rapport et non-rapport, qui est une autre façon d'aborder la même question et qui, me semble-t-il, donc ouvre à une autre dimension. C'est pour cela que je dis, c'est pas forcément une question, c'est une remarque. Je sais pas si tu seras d'accord. Et simplement, j'ajouterais, est-ce que c'est pas justement la question que tu poses qui fera que Lacan va changer d'écriture, va avoir recours à une écriture qui n'a plus rien à voir avec l'autre, hein, quand il dit que c'est celle du signifiant qui se précipite dans la lettre, et qu'il va avoir recours à l'écriture topologique, qui est une écriture totalement différente. Et me semble-t-il, c'est précisément pour aussi tenter de pouvoir écrire quelque chose qui serait possible entre un homme et une femme. Oui, la première chose que dit Jean-Luc Cacciali, c'est l'idée que pour Lacan, c'est une autre hypothèse que l'exigence de sacrifice ne serait pas nécessaire entre un homme et une femme. Allora, la prima cosa sottolineata da Jean-Luc Cacciali è che l'esigenza del sacrificio non è così necessaria nel rapporto fra un uomo e una donna. Et ce serait ce qui permet le rapport sexuel. Ed è questo che permetterebbe il rapporto sessuale. Alors, je ne vais pas aussi vite que toi, c'est ce qui rendrait en tout cas possible quelque chose entre un homme et une femme. D'accord. Ok. Et ensuite, le changement d'écriture entre encore et le symptôme induit un changement de perspective chez Lacan pour penser le rapport sexuel. C'est en tout cas comme ça que je l'ai entendu. Mais ça, oui. Je suis tout à fait d'accord. Allora, lui è d'accordo che con il Saint-Homme c'è un cambio di prospettiva che Lacan in qualche modo introduce rispetto alla questione del sacrificio, no? Sintomo come sacrificio. Cacciali aveva anche posto la questione che c'è un cambiamento di scrittura in Lacan, perché invece di rimanere fissato all'idea di un significante che si precipita nella lettera, scrive il nodo, che è un modo di dire che forse c'è possibilità di un rapporto diverso, insomma, tra uomo e donna. Oui, je suis d'accord. Il y a un changement d'écriture entre la topologie générale telle qu'elle est introduite par Bourbaki et qui entraîne les conséquences qu'on sait sur les mathèmes de la sexuation notamment et l'interprétation qu'on peut en faire. Et puis la topologie telle qu'elle se met en place avec les nœuds. Et allora c'è una differenza fra la topologia descritta da Bourbaki e il modo in cui invece viene attuata questa topologia sui nodi. L'écriture des nœuds est une écriture qui permet de penser métaphoriquement l'altérité. E la scrittura dei nodi è una scrittura che permette di pensare metaforicamente
la questione dell'alterità, mais l'altérité contenue dans la même structure. contenuta nella stessa struttura. C'est ça qui fait la différence. E questo fa la differenza. Il s'agit d'une écriture réelle, rappelle Lacan. Hein. Oui, E si tratta di una scrittura réelle, mais ça, Pierre-Christophe répond aussi à ce que posait hier Marie-Charlotte Cadot, c'est-à-dire la question comme dans cette nouvelle conception du symptôme va se placer l'altérité. Dans les mêmes espaces. Questo si ricongiunge a quello che diceva ieri Marie-Charlotte, che descriveva questo cambiamento dello statuto del sintomo e si chiedeva appunto come si collochi l'alterità in questo nuovo modo di pensare il sintomo. Dunque, dans le réel du nœud, dans l'écriture. Je crois que c'était dans le Zoom, je crois qu'il y avait Stéphane Thibierge, c'est ça? Nous, on ne vous voit pas dans le Zoom depuis la tribune. Stéphane, vas-y. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Mais merci, merci de me donner la parole. Effectivement, je regrette de ne pas pouvoir être à Rome avec vous. Je souhaitais juste dire très brièvement quelque chose à la suite de l'exposé de Pierre-Christophe qui apportait beaucoup, mais beaucoup de questions aussi. Io vorrei molto, pardonnez, je dois traduire, excusez-moi. E allora io insomma avrei voluto essere lì con voi e vorrei dire 2 o 3 cose però sul quanto ha detto Pierre-Christophe Catlino. Et alors, je partage tout à fait l'inquiétude de Pierre-Christophe et son souhait que quelque chose d'autre que la guerre des sexes soit possible entre un homme et une femme. Allora io condivido con lui il desiderio di una scrittura altra e anche il desiderio che insomma qualcosa di diverso rispetto a una guerra tra i sessi sia possibile tra uomo e donna. Pour autant, il y a quand même quelque chose qui depuis hier me tracasse, c'est que parler de position phallique à propos de Joyce et de fantasmes de Joyce me paraît quand même extrêmement audacieux dans la mesure où Joyce a essayé, et Marie-Charlotte l'a très bien rappelé hier, Pardonnez-moi. Oui, je vous en prie. Allora, questo riferimento a una posizione fallica di Joyce e quindi al fantasma, questo mi è parso estremamente audace. Joyce a essayé, et c'est tout son art, de produire une matérialité dans laquelle est pris son rapport à Nora. Allora, Joyce si è sempre sforzato di produrre una materialità rispetto alla quale lui è preso nel suo rapporto a Nora. Et il semble, Pierre-Christophe, tu l'as évoqué, il semble qu'il se soit passé quelque chose entre les deux, oui. E sì, effettivamente fra i due è accaduto qualcosa, sembra che sia accaduto qualcosa. Mais je ne vois vraiment pas du tout ce qui permettrait, enfin personnellement, de dire qu'il se passe quelque chose de l'ordre d'un rapport réussi. Allora, ma io non riesco a capire cosa ci permetterebbe di dire che fra i due è accaduto qualcosa che sarebbe dell'ordine di un rapporto riuscito. C'est peut-être le cas, Forse. mais... Oui. Oui, c'est peut-être le cas, mais les passages que tu nous as cités des lettres de Joyce à Nora, comme le disait aussi Stéphane Vuillermoz, je crois, ne nous indiquent rien d'autre que le fait que Joyce jouissait. Allora, ma può darsi che ci sia stato qualcosa di riuscito, ma il passo che tu ci hai letto di questa lettera di Joyce a Nora indica soltanto che Joyce ha goduto? Ha goduto. Et Nora s'y prêtait, manifestement, mais est-ce que ça suffit à nous faire voir là-dedans la preuve d'un rapport? Comme on l'a dit, on ne sait pas ce que
On n'a pas les lettres de Nora, c'est quand même un petit peu... On l'a fait beaucoup parler in absentia, là, quand même. Allora lui dice che effettivamente queste lettere dimostrano che Joyce godeva, ma Nora in fondo si prestava, ma non sappiamo nulla del suo godimento, diciamo l'abbiamo molto fatta parlare in absentia. Merci Stéphane, merci. Voilà, bon, enfin, je dis ça, et en même temps, je m'arrête là. Je remercie Pierre-Christophe pour les pistes de travail qu'il ouvre, et que je partage. Hein. Je serais très content si on pouvait trouver dans l'œuvre de tel ou tel artiste ou écrivain des incitations à être moins bête dans le rapport au sexe. Ça, je partage ça tout à fait avec toi. Hein. Mais... Ti ringrazio molto Pierre-Christophe per le piste che hai aperto e sarei grato se tu riuscissi a trovare nei testi, nelle opere degli artisti una pista, no? Voilà, bon, je m'arrête là. Hein. Mi fermo qui. J'entends bien ce que tu dis, Stéphane, et je vois que le scepticisme à l'égard de ce que dit Lacan est toujours aussi vif, y compris parmi les analystes. Mais, allora, ti ringrazio Stéphane, ho l'impressione che diciamo, lo scetticismo rispetto a ciò che Lacan dice è sempre vivo anche tra gli analisti. Et même qu'il recueille les remerciements de l'assistance. Non mais attends, j'ai pas lu... Il recueille les remerciements de l'assistance. E anche se io raccolgo i ringraziamenti... Car ce serait vraiment très dangereux si nous mettions à penser les choses différemment. Sarebbe pericoloso Ce serait dangereux. Riflettere diversamente sulle cose. Ce serait dangereux si nous nous mettions à penser les choses différemment. Sì, se noi cominciassimo a riflettere diversamente. C'est-à-dire sur la possibilité d'un rapport.